Alors, bonjour tout le monde. Je me présente, Marie Blais, présidente du syndicat des chargés de cours de l'UQAM, donc qui est affiliée à la CSN et qui a un régime de retraite à cotisation déterminé parce que nous sommes des précaires. Alors, écoutez, ben oui, syndicat des chargés de cours de l'UQAM, un syndicat, il y a beaucoup de représentants des syndicats de chargés de cours, pas seulement de chargés de cours, mais des syndicats de l'UQAM. Alors, ben, on voulait vous souhaiter la bienvenue à cette journée. Attendez, là, j'ai toujours des problèmes en droit social et du travail, et ça s'est évidemment organisé par les gens de sciences juridiques de l'UQAM. Alors, bienvenue à l'UQAM, même si ce n'est pas un local de l'UQAM. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Mme No, qui est en charge des comités de retraite à la FTQ, mais vous allez certainement vous présenter mieux que je le fais. Allez-y immédiatement. Je fais ma présentation? Oui. Oui, parce que vous avez vu tantôt, on n'a pas eu trop de temps, les présentations, puis si on veut une période de questions, j'y vais donc. Bien, bonjour tout le monde. Alors, j'aimerais tout d'abord remercier le département de sciences juridiques de l'invitation. Et en fait, je voudrais aussi souligner l'audace du département de sciences juridiques d'organiser une journée comme celle-là sur un sujet qui apparemment est particulièrement technique. J'espère que ma présentation ne le sera pas, même si le mandat qu'on m'a donné nécessiterait que je le sois un peu. Donc, avec le temps qui m'est alloué, corrigez-moi, je pense que j'ai 25 minutes, c'est bien le cas? Au bout de 20 minutes, vous m'avertissez. Donc, j'ai vraiment le défi d'essayer de vous présenter les nouvelles règles de financement dans les régimes du secteur privé, le fameux projet de loi 57 qui a été adopté, qui est devenu la loi C-29, dans les minutes qui me sont confiées, devant un auditoire qui est quand même assez diversifié, donc qui inclut des étudiants, à moins qu'ils soient déjà toutes partis maintenant, qui ont signé leur feuille de présence. J'espère que non. Est-ce qu'il en reste encore? Oui, OK, il en reste. Super. Alors, ben écoutez, ce que j'entends faire dans les minutes qui me sont allouées, c'est de vous présenter un peu le contexte qui a mené à l'adoption du projet de loi 57, un peu comment ça s'est passé, la petite histoire en arrière du projet de loi 57. Je vais vous présenter très rapidement les mesures qui ont été présentées à l'intérieur de ce projet de loi-là. Et, bon, ma présentation s'appelle « Entre chien et loup ». Donc, le chien, c'est la lumière, le loup, c'est un peu la noirceur. Donc, peut-être le côté un peu plus obscur ou ce qui reste à éclaircir autour de ce projet de loi, où vraiment tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Alors, sans plus tarder, je vous parle un peu du contexte qui a mené à cette réflexion-là. Donc, la première chose, c'est que les régimes à prestations déterminées, on en a amplement parlé aujourd'hui, ce sont des régimes qui, depuis un bon moment, sont sous attaque. Donc, ici, c'est des chiffres de Statistique Canada. Ce qu'on peut y voir, c'est que dans le secteur privé, si on exclut le secteur public où il y a beaucoup plus de régimes à prestations déterminées, dans le secteur privé, il y a seulement, au Canada, 24 des travailleurs et des travailleuses qui bénéficient d'un régime en entreprise, tout régime confondu, dans l'ensemble du Canada. Si on regarde avec un petit peu plus de détails ce que ça veut dire au niveau des régimes à prestations déterminées, on se rend compte que, bon, ici, on part à 2003, on aurait pu partir avant, mais que depuis 2003, la présence des régimes à prestations déterminées, la proportion de ces travailleurs-là diminue énormément. Donc, je vous disais ici qu'il y a 24 des travailleurs du secteur privé qui ont accès à un régime de retraite. Bien, il y en a seulement 47 de ce chiffre-là qui ont accès à des régimes à prestations déterminées, et ce sont des régimes qui ont tendance à disparaître avec le temps. La tendance lourde est quand même assez évidente. Donc, évidemment, on a commencé à se poser des questions. Les régimes à prestations déterminées, ce sont les meilleurs régimes qu'on puisse avoir, et on a commencé à réfléchir, à savoir comment on peut essayer de maintenir ces régimes-là, qu'est-ce qu'il faut changer, etc., etc. Évidemment, la crise de 2008 a mis en lumière le fait qu'il y avait des problèmes structuraux importants. Michel en a parlé dans sa présentation, Michel disait, il y avait des problèmes de design et de règles de financement de ces régimes-là qui étaient déficientes. Il fallait étudier la question à fond. Il fallait corriger certains des éléments de la loi. Vous vous souvenez probablement que la loi de l'impôt, avant 2008, permettait des surplus uniquement de 10 C'était un gros problème, c'était corrigé avec le temps, mais il y a plein d'éléments dans la loi comme ça qui étaient des obstacles à des approches pérennes pour nos régimes à prestations déterminées.
Suite à la crise de 2008, évidemment, la situation s'est dégradée et les gouvernements, je dirais, en fait, ça a commencé avec le gouvernement libéral, avec le PQ par la suite, on a nommé une série d'experts, tous des hommes, souvenez-vous, qui était le comité d'experts sur l'avenir de la sécurité financière à la retraite. À l'époque, le premier mandat qui a été donné à ce comité-là, ce n'était pas d'étudier comment on peut faire pour assurer une sécurité financière à la retraite à l'ensemble de la population, mais plutôt comment on peut sauver les régimes à prestations déterminées. Puis je vous dirais que ce comité-là, c'est principalement sur ces questions-là qu'ils se sont penchés. Donc, en 2013 est sorti le fameux rapport d'Amour. Suite au dépôt du rapport d'Amour, qui contenait quand même une série de recommandations, il y a des forums qui ont été mis en place, 3 forums. Le premier visait le secteur municipal, dont on a beaucoup entendu parler, et qui a mené à un projet de loi que nous considérons, et les travailleurs touchés principalement, comme étant vraiment catastrophique, avec des coupures de droits pour les personnes retraitées, avec des coupures de droits pour les personnes qui sont toujours au travail. Donc, on vous parle un petit peu du contexte. Il y a eu aussi la mise en place du forum sur l'avenir des régimes dans le secteur universitaire. Ça ne vous touchait pas, madame, mais vous savez, j'ai des cartes quand même hein, pour la FTQ. François, es-tu parti? Il va m'assassiner. Alors, ça, c'était le deuxième forum qui a été mis en place. Donc, comment on peut faire pour pérenniser les régimes dans le secteur universitaire. Le projet de loi a été déposé, le projet de loi 75. Et ce projet de loi-là prévoit aussi des coupures de droits pour certaines universités, dont l'Université Laval de façon plus importante et Polytechnique dans un deuxième temps. Et finalement, le troisième comité, le troisième forum qui a été mis en place, c'est le forum sur le financement des règles, sur le financement des régimes du secteur privé. Ça touche le régime d'Hydro-Québec, ça touche plusieurs sociétés parapubliques, ça touche sinon tous les autres régimes là, du secteur privé qu'on connaît un peu mieux, dont mon régime à moi. Je dois vous dire que ce qu'on a décidé de faire, ce que les partis ont décidé de faire, donc les partis patronales et les partis syndicales, c'est d'essayer de s'entendre, essayer de négocier une entente pour faire en sorte que ce ne soit pas le gouvernement qui décide comment ça va s'appliquer, contrairement à ce qui s'est fait avec le projet de loi 3 puis avec le projet de loi 75, où là, vraiment, il y a quelqu'un de Retraite Québec ici, j'ose pas trop parler, mais je pense qu'il y a eu certaines difficultés, je vais le dire comme ça, il y a eu des difficultés d'application du projet de loi, de la loi 15 qui ont été plutôt problématiques. Donc, les organisations syndicales et patronales ont décidé d'essayer de se trouver un lieu de débat et d'échange pour essayer de voir comment les règles de financement pourraient s'appliquer. Le lieu qui a été choisi, c'est le Comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre. Puis, je dois souligner qu'ici, dans la salle, il y a quand même plusieurs personnes qui ont été impliquées dans les réflexions. Il y a François Hainaut, il y a Sébastien Lavergne, et je dois aussi souligner la présence du président du CCTM, qui est François Lamoureux. Il m'a donné sa carte tantôt pour pas que j'oublie son nom. Donc, il y a quelques personnes ici qui ont été impliquées dans l'ensemble de ces réflexions-là. Dès le départ, les points de vue étaient très divergents, je n'ai pas besoin de vous le dire. Les organisations syndicales, eux, avaient en tête de pérenniser les régimes de retraite, de stabiliser la cotisation et d'assurer une rente aux personnes qui sont retraitées et aux travailleurs actifs qui ont accumulé une rente. Donc, la promesse de rente, c'était prioritaire, et donc que l'ensemble de nos régimes soit quand même périn pour l'ensemble des travailleurs. Les organisations patronales, eux, avaient posé un autre regard sur la problématique. Eux, la pérennité des régimes de retraite ne les intéressait vraiment pas. Ce qui les intéressait, c'était la pérennité de leurs entreprises. Donc, on partait avec un regard qui était un peu différent, bien que les organisations syndicales ne soient pas désintéressées, évidemment, de la pérennité des entreprises. Le contexte politique dans lequel on se situait est le suivant. Dans le rapport d'Amour, dans notre rapport d'experts dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y avait une proposition de restructuration des droits acquis dans le secteur privé. Nous autres, on ne voulait pas de ça. On ne voulait pas que les droits des travailleurs puissent être remis en question, comme on le fait dans le secteur municipal puis dans le secteur universitaire. On arrivait au lendemain de la loi 15, donc du projet de loi 3 qui était adopté en 2014.
on était tout à fait conscient que le lobby patronal recevait une écoute attentive du gouvernement. Ici, je parle du gouvernement libéral. Et ce qui rajoutait la complexité de la chose, c'est qu'il y a de nombreux ministres qui se sont succédés pour s'intéresser à ce projet de loi-là. Donc, c'était un contexte qui n'était quand même pas nécessairement facile pour nous. C'est sûr que si les organisations syndicales avaient décidé d'écrire le projet de loi, avaient eu à écrire le projet de loi, probablement que le projet de loi, bien, il y a des éléments qui auraient été pas mal différents à l'intérieur, mais là, on était dans un contexte de recherche de consensus. Avant de continuer, il y a une chose qui est importante de comprendre, et c'est un peu technique, je suis désolée, c'est de faire la différence entre deux approches de financement qu'on avait avant. Avant, on finançait nos régimes de retraite avec deux objectifs. Un, que notre régime soit pleinement capitalisé, et deux, que notre régime soit pleinement solvable. Un régime pleinement capitalisé, en fait, c'est basé sur des hypothèses que les actuaires font, bonnes ou mauvaises, ça dépend des actuaires, ça dépend du contexte aussi, sur les rendements, la démographie, bon, etc., etc. C'est une hypothèse qui vise à assurer le financement des régimes de retraite sur une longue période. La solvabilité, elle, c'est basé sur un indice externe qui varie beaucoup dans le temps et qui vise, elle, à assurer les prestations en cas de faillite d'entreprise. Donc, on essaie de voir si, quand on fait le test, s'il y a assez d'argent maintenant dans le régime de retraite aujourd'hui pour payer toutes les promesses que j'ai faites aux personnes retraitées et aux personnes qui travaillent actuellement. Donc, c'est deux tests qui sont plutôt différents. Évidemment, le test de solvabilité, c'est celui, Michel en a parlé tout à l'heure, c'était vraiment le test qui tue. Parce que ce test-là amenait beaucoup de volatilité dans le paiement qu'on devait faire à l'intérieur de nos caisses de retraite. Puis, juste à titre indicatif, vous voyez que dans le temps, ça varie énormément. Puis, ça avait comme conséquence d'amener des engagements de financement importants de la part des employeurs dans des périodes, par exemple, en 2010, là, où la solvabilité médiane est à 68 68 de solvabilité, ça veut dire que si l'entreprise fait faillite, il y a seulement 68 sous dans piastres pour payer les promesses. Donc, quand on entend parler de Mabé puis d'un paquet d'entreprises, de la Chrysotile, qui ont fait faillite, bien, c'est parce qu'il n'y avait pas assez d'argent dans la caisse maintenant, en fonction de la solvabilité, pour payer l'ensemble des engagements. Donc, c'est un test qui était vraiment très... qui ne visait pas un des objectifs que nous, on avait, c'est-à-dire la stabilité de la cotisation. Quand des travailleurs et des employeurs s'engagent dans un régime de retraite, peu importe ce qu'on en dit quand on regarde des disparités de traitement, c'est quand même un engagement financier. Ça fait partie de la rémunération. Ça fait partie de la rémunération. Et si une année, un employeur cotise 10 pour le régime de retraite, puis que l'année suivante, suite à une évaluation actuarielle, il met 30 de la rémunération juste pour le régime de retraite, ce n'est pas prévisible et ce n'est pas quelque chose de souhaitable ni pour les employeurs ni pour les travailleurs. Donc, les nouvelles règles, un des éléments majeurs des nouvelles règles de financement, bien, c'est l'élimination de la solvabilité. On a décidé qu'on ne finançait plus ça. Deuxième élément important de la réforme du projet de loi 57, c'est qu'on va financer nos régimes de retraite selon uniquement l'approche de capitalisation. Par contre, comme on finance juste comme ça, on se dit que ça va nous prendre un petit coussin. Il faut financer un petit peu plus nos régimes qu'on le faisait avant, mais d'une façon plus stable. Donc, on va financer des fonds de stabilisation, je vais y revenir. On va encadrer l'utilisation des surplus. Souvenez-vous des congés de contribution, aussitôt qu'on atteignait 10 de surplus. C'était une des grandes recommandations du rapport d'Amour. On disait qu'il faut faire attention à comment on utilise nos surplus. Un élément majeur de nouveauté, c'est l'obligation de la mise en place d'une clause banquier. Je vais vous expliquer très rapidement ce que c'est. Clause banquier, c'est si je paye un déficit, bien, s'il y a un surplus, je vais pouvoir me rembourser à même le surplus. Ça, c'est la notion de la clause banquier. Et d'autres éléments que je n'aborderai pas aujourd'hui. Donc, fonds de stabilisation. Qu'est-ce que c'est que le fonds de stabilisation? En fait, c'est une approche, moi, que j'appelle un peu moins cigale et plus fourmi. La cigale, elle dépense les surplus. Très rapidement, c'était l'approche qu'on avait avant. Aussitôt qu'on avait des surplus, l'impôt nous disait « Ah, on est rendu à 110 congé de contribution ou bonifiez vos régimes de retraite, faites quelque chose avec ça. » La nouvelle approche est un peu différente. On dit, bien, on va t'obliger à financer
une réserve pour quand l'hiver sera venu. Donc, c'est vraiment l'idée de l'approche du fonds de stabilisation. Là, aujourd'hui, je vous ai mis un peu le fonds de stabilisation qui avait été intégré à l'intérieur du consensus, sur lequel il y a eu consensus. Il y a eu le dépôt d'une réglementation avant-hier qui vient donner beaucoup de nuances sur ce fonds de stabilisation-là. Mais je vous le présente comme ça parce que c'est beaucoup plus simple. Puis je pense que toi, tu vas revenir un peu tout à l'heure avec vraiment la dernière version du fonds de stabilisation. Donc, le fonds de stabilisation qu'on va financer, il va vraiment être financé avec de l'argent, là, de la vraie argent, c'est qu'il va dépendre de la politique de placement qu'on a. Si on a une politique de financement, de placement qui est très agressive, tout en obligations, puis tout ça, bien, ça va nous prendre un fonds de stabilisation plus costaud. Mais si on est moins risqué à l'intérieur de notre politique de placement, bien, ça va nous prendre un fonds de stabilisation qui est moins élevé, donc 5 % de l'ensemble de la caisse de retraite. Et pour une caisse qui est vraiment, vraiment très à risque, bien, ça va aller à 25 et plus. Là, on va le voir avec Sonia un peu plus tard. Donc, le fonds de stabilisation, ça fait vraiment partie des éléments clés de l'approche de financement du projet de loi 57. Un autre élément qui est important à retenir dans l'adoption du projet de loi 57, c'est l'amortissement des déficits. Donc, s'il y a un déficit dans l'approche de capitalisation, bien, on va verser des cotisations techniques qui vont être requises pour amortir, puis ça va être sur 10 ans. On étale le remboursement du déficit sur une période de 10 ans. Au début, on donne une période de transition. L'amortissement du déficit va se faire sur une période de 15 ans. L'objectif qu'on vise par ce financement est d'atteindre, puis là, je vais vous l'accorder d'avance, c'est un peu étrange comme approche, mais l'objectif de financement, ça va être d'atteindre 5 % de l'objectif. Si mon objectif, c'est d'être capitalisé à 115, bien, je vais commencer à payer des déficits quand je vais être à 109, puis mon objectif, ça va être d'atteindre 110. Mais je continue toujours de financer mon régime sur une base régulière en incluant la marge. Donc, l'objectif de financement est de revenir à 5 % de l'objectif. Puis quand je vous dis que si c'est les organisations syndicales qui avaient écrit le projet de loi, probablement que ce 5 % n'aurait pas été présent parce que, on ne l'oublie pas, on fait sauter la solvabilité. Puis la solvabilité, c'est ce qui garantit les rentes en cas de faillite d'entreprise. Donc, de procéder comme ça, c'est un peu le côté sombre de la chose, c'est-à-dire que les personnes retraitées risquent d'être plus exposées en cas de faillite d'entreprise. Deuxième mesure, la clause banquier. Donc, celui qui paye un déficit va pouvoir se rembourser à même les surplus. Donc, il y a une comptabilité particulière qui va être faite pour les cotisations, les différentes cotisations de déficit qui peuvent être faites par l'employeur. Puis évidemment, si vous décidez à l'intérieur du régime que les participants actifs, que les travailleurs participent aussi au déficit, bien, eux aussi vont accumuler une clause banquier. Donc, c'est possible maintenant pour les travailleurs d'accumuler de l'argent dans la clause banquier. Donc, l'employeur et les participants pourront utiliser les cotisations comptabilisées pour prendre un congé de contribution quand il y aura des surplus, à partir du moment où il y aura des surplus. Ce qui est important de retenir aussi par rapport au projet de loi 57, c'est, bon, ici, on finance un fonds de stabilisation, mais l'élément important dans la gestion du risque de ces régimes-là, c'est comment on utilise les surplus. Et ça aussi, c'était une recommandation du rapport Damour. Damour disait, les surplus, il faut faire attention à comment on s'en sert. Il ne faut pas commencer à les utiliser n'importe quand. Il faut que nos régimes soient bien provisionnés avant de pouvoir y toucher. Et il faut commencer à s'en servir de façon raisonnable, je dirais. Pour pouvoir utiliser les surplus, il faut que notre financement, le fonds de stabilisation, si je devais, par exemple, avoir un fonds de stabilisation de 15 %, je ne pourrais pas commencer à prendre de congé de contribution avant d'être à 120 %. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle qui s'applique, c'est en solvabilité. Donc, si le régime ferme aujourd'hui, est-ce que j'ai tout l'argent nécessaire pour payer toutes les promesses que j'ai faites aux retraités et aux actifs? Il faut qu'en solvabilité, je sois minimalement à 105 % après utilisation de surplus. Donc,
Donc, on est assez strict sur à partir de quand l'employeur peut se rembourser sa clause banquier, puis à partir de quand on peut commencer à utiliser les surplus. Comme je vous l'ai dit, la clause banquier devient obligatoire. 5 minutes. OK. La clause banquier devient obligatoire et... j'ai perdu mon fil, là. La clause banquier, donc, évidemment, c'est la première chose qu'on va faire quand il va y avoir des surplus. Donc, ça va être de rembourser l'employeur ou, le cas échéant, les travailleurs quand il y aura des surplus. La deuxième chose, c'est que, bon, on peut utiliser un maximum de 20 pour une remise. Ça, j'ai toujours de la misère à le dire, là, mais en tout cas. Donc, pour une remise directe à l'employeur. Donc, l'employeur, une fois qu'il s'est payé sa clause banquier, il peut prendre 20 des surplus, si c'est ça qui est négocié à l'intérieur de votre régime, et piger directement dans la caisse. Prendre un prélèvement. Ça, c'était illégal dans l'ancienne loi. C'était quelque chose qui n'était pas du tout légal. Donc, c'est quelque chose qui est introduit à la loi. Évidemment, s'il fait ça puis qu'il reste une clause banquier de comptabiliser, ça va être soustrait de sa clause banquier. Et dans un troisième temps, il est aussi possible de permettre l'acquittement total de la cotisation d'exercice sans égard à la clause banquier. Ça, c'est un élément qui s'est rajouté en commission parlementaire. Ce n'est pas un élément sur lequel il y a eu consensus patronal-syndical. Alors, juste pour vous illustrer un peu de quoi ça a l'air, donc un régime qui est pleinement capitalisé, il est à 100, c'est évidemment 100 capitalisé. Il faut penser, pour quelqu'un, par exemple, qui a une politique de placement avec 60 de titres variables, il faut qu'il finance en plus un fonds de stabilisation, une marge qui soit financée de 17 puis on rajoute par-dessus ça un 5 avant de pouvoir utiliser la première scène de surplus. Donc, il commence à avoir de l'argent dans la caisse, là. Bon, l'achat de rente, juste pour vous dire que la loi prévoit que, dorénavant, les régimes de retraite, s'ils le prévoient, ils vont pouvoir vendre leurs personnes retraitées aux compagnies d'assurance. Ça, c'est notre version des faits, là. On va pouvoir vendre nos retraités aux compagnies d'assurance, mais qui va demeurer une espèce de lien pendant 3 ans s'il y a terminaison de régime avec surplus au déficit. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être possible. Dans certains cas, ça peut être une mesure qui est intéressante. Il y a aussi une mesure qui a été ajoutée aussi en commission parlementaire, et celle-là, c'était une recommandation du mouvement syndical qui prévoit que Retraite Québec pourra, si tel est le désir des participants, lors d'une faillite d'entreprise, quand un régime est déficitaire, Retraite Québec pourrait administrer les rentes pour une période maximum de 10 ans au nom des gens qui ont vu leur rente coupée. Donc, évidemment, Retraite Québec a un meilleur rapport de force pour améliorer les rentes, pour bonifier le capital qui reste après la faillite d'entreprise. D'ailleurs, Mabé va probablement se prévaloir de cette clause-là. Et d'ailleurs, je tiens à le souligner, c'est une mesure qui a été recommandée par l'ensemble des centrales syndicales en commission parlementaire. Donc, je disais, entre chien et loup, le loup étant la période un peu plus sombre, donc des inquiétudes demeurent. Évidemment, est-ce que le projet de loi 57 va faire en sorte qu'on va mettre sur pied de nouveaux régimes à prestations déterminées? Est-ce que ça va permettre de stopper l'hémorragie des régimes PD vers les régimes CD? Je pense que c'est l'histoire qui va nous le dire. On peut peut-être avoir un peu des doutes. Évidemment, il y a le positionnement idéologique et le désengagement des entreprises envers ces régimes-là, malgré le fait que le projet de loi 57 a été adopté. On voit présentement Brault et Martineau, les travailleurs dans la rue. On voit Simon Lafarge, les travailleurs qui sont en lock-out. Justement, sur cette question-là, l'employeur est en train de demander, malgré l'adoption du projet de loi 57, l'employeur demande à ce que les nouveaux travailleurs soient dans un régime à cotisation déterminée. Michel en a parlé. Il y a aussi les charges comptables d'un régime PD, c'est tributaire des taux d'intérêt. Il y a un élément aussi qui est intéressant, c'est que les jeunes changent souvent d'employeur aujourd'hui. Et le fait que les jeunes changent d'employeur, bien, des fois, c'est peut-être pas toujours super intéressant pour eux. Contrairement à une bonification des régimes publics où là, vraiment, ton régime te suit tout le temps. Il demeure le fait qu'il y a 6 travailleurs sur 10 qui n'ont toujours pas de régime à prestations déterminées. Ils n'ont pas de régime de retraite tout court, on l'a vu dans la première présentation.
Et il demeure le risque de faillite, de déficit en cas de faillite. Puis Sonia va vous parler là, justement de la décision de Retraite Québec de ne plus exiger les marges pour écart défavorable. Ça, c'est quand même assez inquiétant. Et le dernier point, c'est les fameuses disparités de traitement. Merci pour la présentation sur les clauses orphelins, c'était vraiment intéressant, mais c'est vraiment une préoccupation qu'on a, nous, le mouvement syndical. Alors, en terminant, j'aimerais vous présenter une statistique. C'est sûr que ça date de 2010, mais je ne pense pas que le bilan se soit amélioré depuis ce temps-là, qui nous dit quand même que présentement, là, il y a 38 % de la population qui n'a rien en vue de la retraite. Rien, ça veut dire pas de réa, ça veut dire rien, pas de régime, rien du tout. Et qu'il y a seulement 27 % de la population qui est sur une bonne voie d'atteindre une sécurité financière à la retraite. Donc, la réflexion qu'on a actuellement au Québec et dans le reste du Canada, de bonifier les régimes publics, de bonifier le CPP, de bonifier le régime de rente du Québec, je pense que c'est une réflexion qui est incontournable. On doit mettre beaucoup d'énergie là-dedans. Parce que si on pense, puis je reprends une phrase de, je pense que c'est Michel qui disait ça, si on pense qu'on a les moyens, qu'on n'a pas les moyens de se financer un meilleur filet social en regard de notre retraite, bien, on va essayer de s'en passer pour voir ce que ça va donner, puis ça va créer des générations de personnes à faible revenu à la retraite qui vont être aux dépens de la société, qui ne seront pas aptes à consommer. On pourrait répondre aux arguments de la Fédération des entreprises indépendantes. Donc, je vous invite à adhérer à cette campagne-là et à y participer. Merci beaucoup. Alors maintenant, Sonia Mascotte, qui est avocate chez PBI et qui conseille des comités de retraite, des municipalités, des syndicats. Alors, sans plus tarder, Madame Mascotte. Et évidemment, je voudrais souligner que Madame Mascotte est chargée de cours à l'UQAM. Bon, bien, bonjour. Je vais dire, merci aussi. Je remercierai les gens qui ont organisé cette journée-là. À vrai dire, j'étais agréablement touchée quand j'ai vu le sujet de cette année, au fond, parce que c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup, puis que je trouve souvent qui est comme un peu escamoté de façon générale et qui n'est pas tout le temps bien traité. Fait que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Fait que comme je vais repartir un peu d'où Marie-Josée l'a terminé, parce qu'à vrai dire, moi, je pense que, au-delà du contexte, je pense que vous avez vu beaucoup de contexte aujourd'hui, un peu le pourquoi on en est arrivé là, la crise financière, un peu ce qui a mené, au fond, le rapport d'amour, les différents forums là, des différents groupes, là, que ce soit le privé, l'universitaire et tout ça. Ce qui est important de regarder, je rappelle encore la maison, le 3 étages ou 5 étages, ou dépendamment, là, de grosso modo. Nous, quand je dis nous, étant la firme où je travaille, on s'est présenté aussi en commission parlementaire au niveau pour fournir des commentaires sur le projet de loi 57. Puis, en gros, ce qu'on dit et qu'on continue de dire, c'est que il ne faut pas regarder la question des régimes privés complémentaires en vase clos. Il faut regarder l'ensemble du système. C'est pour ça que c'est important pour moi de remettre la maison au départ, parce que je me disais, tout ça est un peu interrelié. Quand on fait des changements en vase clos, on se trouve à corriger certains problèmes ponctuels, mais pas regarder l'ensemble de l'image. Donc, la première chose qui me vient en tête pour moi, c'est que si on améliorait, s'il y avait une bonification du régime de pension du Canada ou de la RRQ, on viendrait donner aussi un peu d'air au régime complémentaire de retraite. Fait qu'on viendrait aussi aider, au fond, Fait qu'ici, je vous ai mis le petit tableau, il date, malheureusement, c'est 2008, où on mettait la moyenne des pays de l'OCDE, le taux de remplacement des régimes publics. Fait que ce qu'on voit, c'est que la moyenne des pays de l'OCDE a un taux de remplacement au niveau des régimes publics est à 55 %. Puis on voit la petite ligne pointillée que vous voyez à droite, oui, à gauche, droite, dépendamment où on est. C'est 70 %. Ça serait, c'est un taux recommandé, mais je vous dirais que c'était le taux recommandé, mais là, il est critiqué. Il y en a qui vont dire que ça prend de 60 et 70. Moi, je le laisse à 70 parce que je ne suis pas actuaire, je suis avocate. Fait que les chiffres, je me suis habituée à travailler avec des chiffres, mais ce n'est pas mon dada préféré. Fait que là, ce qu'on voit pour le Canada, on voit... Là, ça fait toujours sourire, parce que quand je montrais ça aux étudiants, vous pouvez voir que le premier pays en tête de liste, c'est la Grèce, puis on n'est pas loin de 100 %. Fait que la première fois qu'on montrait ça aux gens, les gens étaient comme « Ah, la Grèce, ah oui, hein, bon exemple. »
Quand on regardait le Canada est un petit peu au-dessus du 40 %. Je pense qu'il y a lieu d'essayer d'aller travailler sur cet aspect-là pour pouvoir essayer de donner de l'air à nos régimes de retraite complémentaires privés. Là, ici, c'est un autre diagramme qui a été préparé par des actuaires. Vous voyez un peu l'impact, la répartition des sources de revenus par un niveau de remplacement, encore le 70 % de remplacement de revenus. On voit la composante universelle qui est en rouge et vert. Puis là, on voit que plus notre revenu augmente, au fond, les revenus avant la retraite, bien, plus cette composante-là, au fond, diminue, fait qu'il y a une moins bonne couverture des régimes publics. Puis là, on voit que la composante privée prend de plus en plus de l'espace selon le revenu qu'on gagne pour aller remonter, au fond, jusqu'au 70. Fait que je pense que vous l'avez vu beaucoup amplement aujourd'hui. Fait qu'on ne s'attardera pas trop à ce petit diagramme-là, mais je l'ai remis parce que je trouve que c'est intéressant dans une optique globale. Contexte, je ne reviendrai pas beaucoup là-dessus. Marie-Josée a fait un très bon topo sur le rapport d'amour qui est sorti en 2013 avec une multitude de recommandations. Les travaux du forum du CCTM, du sous-comité d'experts pour les régimes de retraite du secteur privé. Il y a eu les autres aussi forums aussi, qui étaient, au fond, dont le mandat était de développer une méthode de financement qui permettrait d'arriver à un meilleur équilibre entre la sécurité des rentes promises, la pérennité des régimes actuels et la favorisation de la mise en place de nouveaux régimes à prestations déterminées. Donc, ça, c'était les objectifs. Je vais essayer de toucher les autres mesures. Je vais passer quand même rapidement sur ce que Marie-Josée a déjà vu pour essayer de voir les autres mesures plus en détail. Tout le monde sait que ça a été adopté en 2015. On voit l'objectif qui était d'éliminer l'obligation de financer les déficits de solvabilité, d'introduire le fonds de stabilisation. Marie-Josée a très bien couvert cet aspect-là. On va passer assez rapidement. C'est une réforme majeure des règles de financement. Là où je vous dirais, ou pour les avocats qui pratiquent, au fond, qui sont en pratique privée et en régime de retraite, je vous dirais que j'ai parlé avec plein de mes collègues, mes confrères, mes consoeurs. C'est un peu comme difficile présentement de suivre l'état de la législation parce que les réformes se sont faites toutes en bloc. Fait que là, le problème qu'on a, c'est essayer de réconcilier tout ce qui a été adopté puis de dire qu'est-ce qui s'applique à qui. Fait que ça devient comme au niveau juridique, ça c'est le gros débat parce que je vous dirais que de façon générale, les réformes dans les années récentes ont été plus des réformes au niveau technique. La loi, les grandes problématiques des régimes de retraite sont de moins en moins, nous on trouve légales, plus en plus techniques, actuarielles. Fait que donc, ça c'est un des éléments qui est important. Là, j'ai remis la diapositive sur les principaux aspects du projet de loi 57 qui était au niveau principalement du financement. Moi, ce que j'ai essayé de faire, au fond, dans cette présentation-là, c'est de reprendre certaines mesures qui étaient financières ou autres et essayer de les réconcilier avec les objectifs du départ. C'est-à-dire, on sait que ce projet de loi-là est un projet de loi qui est issu d'un consensus et il y avait différents objectifs qui devaient être rencontrés. Fait que là, on peut se poser la question, est-ce qu'on a bien rencontré cet objectif-là ou ça peut amener à un sujet à débattre entre nous? Est-ce que ça protège bien, ça protège moins bien? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus? Parce que comme de fait, comme on dit, quand c'est un consensus, c'est déjà très bon. Parce que moi, comme je disais aux gens, on aurait pu se retrouver avec une nouvelle loi 15. C'est ce qu'on voulait essayer d'éviter. Il n'y a pas eu de restructuration des services passés. Fait que donc, ça, c'est déjà un bon point positif pour ce projet de loi-là. Il y a différentes mesures qui ont été apportées aussi, qui vont aider à la pérennité. Fait que là, au fond, je repasse rapidement. Marie-Josée a bien expliqué la solvabilité. On ne reviendra pas à la solvabilité, la capitalisation. On ne reviendra pas là-dessus. Où ce que ça m'intéressait de voir, la provision pour stabilisation aussi, c'est quelque chose dont Marie-Josée a parlé, donc on va parler rapidement. Le point que je voulais faire principalement, c'est une clarification récente. J'ai mis de la RRQ, je ne m'habituerai pas, je suis un peu comme l'autre avocate qui était là avant, qui avait travaillé à la Commission des normes du travail, qui disait « je ne m'habitue pas au nouvel acronyme ». C'est un peu le même problème. Bon, moi, je viens de me rendre compte en le disant, oh, RRQ, c'est Retraite Québec maintenant, c'est plus ça. Mon texte est correct parce qu'il est copié-collé. Il y a eu une clarification de Retraite Québec, parce que là, il faut s'habituer. On est passé le 1er janvier 2016, qui dit, au fond, que les évaluations actuarielles, au fond, puis là, je rentre dans un sujet, je vous dirais, qui est très actuariel. Fait que j'ai parlé avec plusieurs de mes collègues pour bien comprendre, parce que quand moi, cette clarification-là est sortie, j'ai dit, ça ressemblait à « Ah, OK », et puis ça ressemblait à ma réaction. Puis là, je voulais comprendre, je dis, ça change quoi, au fond? Fait que, j'ai eu les explications. Je vais essayer de vous transmettre ces explications-là. En gros, c'est qu'avant, au fond, le 1er janvier, dans les anciennes règles, au fond,
en faisant les évaluations actuarielles. Dans l'évaluation de capitalisation, au fond, quand on mettait l'hypothèse d'intérêt, on mettait ce qu'on appelait une marge pour écart défavorable qui variait selon les régimes. Puis ça nous créait un genre de petit coussin, je vous dirais, au niveau de la capitalisation. Fait que c'était pas comme le fonds de stabilisation, c'était pas un coussin direct qui était financé, mais qui était comme financé d'une manière indirecte, au fond, par le biais d'une marge sur le taux d'intérêt. Puis là, je me rends compte que ça s'en vient très technique, fait que je vais essayer de passer plus rapidement. Mais en gros, ce qu'on est venu dire à Retraite Québec, c'est qu'avec l'avènement maintenant de la nouvelle législation, on disait on a un fonds de stabilisation qui va être capitalisé. Bien là, on n'a plus, au fond, notre directive à nous, c'est de dire on n'a plus besoin de mettre, on n'obligera plus les marges, on ne forcera plus à ce qu'il y ait des marges dans les hypothèses d'intérêt. Fait que là, si vous comprenez un petit peu entre les lignes, c'est qu'on vient couper un genre, on est venu créer une réserve avec le fonds de stabilisation, un coussin qui est comme extérieur, mais là, on vient dire, bien, l'autre petit coussin que tu avais, bien, tu n'as plus besoin de l'avoir. Si on veut rendre ça plus simple, je ne sais pas si c'est plus simple. Là, je vous ai mis ici des petites statistiques. À vrai dire, ça, c'est mes collègues actuaires. Ça fait 15 ans que je travaille avec des actuaires. Fait que veux pas, ça commence. Je m'habitue avec les diagrammes, les chiffres et tout ça. Fait que là, ce qu'on voit ici, c'est le genre de statistiques au 31 décembre 2013. On voit que la marge moyenne qui était prise par les régimes dans le cadre de l'établissement de cette hypothèse-là était de 0,37 %. Donc, on voit que ça varie entre 0, qui n'était aucune marge pour écart défavorable, et on va jusqu'à plus que 0,80. Là, ce qu'on voit, c'est que la moyenne est à 37, mais il y avait 10 régimes dans le secteur privé qui n'avaient aucune marge pour écart défavorable. Fait que, là, la question qu'on peut se poser, c'est suite à la directive qui a été émise par Retraite Québec, est-ce que ce chiffre-là va gonfler? Auquel cas, on peut être porté à penser que oui. Puis la question qu'on peut se demander, c'est est-ce que c'est bon, c'est souhaitable ou peu importe. Là, je vous ai mis une autre statistique qui vient de Retraite Québec en date du 31 décembre 2013, où là, moi, je voudrais qu'on s'attende principalement à la partie secteur privé, où on voit là, les rendements nominaux. Là, on voit, mettons, si on regarde la ligne où il y a le 84, là, dans la troisième colonne, 84 avec le pourcentage en actions, ça équivaut à peu près à notre régime auparavant, qu'on appelait, ce qu'on me disait, c'était le régime placé de façon traditionnelle, en 60 % en actions, 40 % en obligations. Là, on voit que la marge moyenne qui était prise par les régimes qui étaient, au fond, placés de cette façon-là, était environ de 0,5. Puis là, au fond, ce que ça fait, cette marge-là, c'est que ça donnait, attendez, un coussin pour le régime typique. Puis là, je vous dis, là, si vous essayez de me questionner sur les chiffres, ça va être un peu difficile. Là. Ce que je comprends, c'est que ça représente, pour un régime typique, entre 6 et 8 % là, de coussin, ce genre de marge-là. Fait que ça dépend du pourcentage. Ça va varier en fonction du type de régime, en fonction du pourcentage de retraités, de l'âge des participants actifs. Puis là, la nouvelle table qu'on a vue, parce que je n'ai pas gardé la nouvelle table, vous comprendrez que quand la réglementation, comme Marie-Josée a dit, a été disponible à partir de jeudi. Donc, on n'a pas rajouté ces diapos-là. Je n'ai pas gardé la diapositive initiale sur la grille. Ce qu'on voit, c'est qu'en moyenne, ça va créer, au fond, il va y avoir une nouvelle provision qui va être entre 4 et 27 % grosso modo. Mais là, au fond, le danger que moi, je vois, au fond, dans cette mesure-là, la directive, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on avait déjà un coussin. Puis là, j'ai peur, tu sais, je me dis, on va venir, il y a un coussin qui est comme fait entre 4 et 27 % qui est comme direct avec le fonds de stabilisation, mais l'inquiétude que moi j'ai, c'est de dire, ah, bien, on est venu enlever un petit coussin, fait qu'on augmente le coût là, mais on enlève à un autre endroit, fait que c'est pas clair pour moi comment ça va interagir. Je pense il va y avoir encore beaucoup de discussions à ce sujet-là. Moi, j'essayais juste, au fond, ce que je veux aussi soulever comme point par rapport à ça, c'est que la directive en tant que telle, c'est une directive. Donc, l'autre point que je voulais faire, c'est que ce n'est pas quelque chose, cette marge-là, elle n'est pas légiférée. Donc, on peut se questionner, parce que là, ça, c'est la partie plus juridique en moi qui me dit un régime qui déciderait d'abolir totalement ces marges-là, sans tenir compte de son historique, de sa solvabilité, de quoi que ce soit. Est-ce qu'il s'expose à des risques fiduciaires, au fond, au niveau du devoir fiduciaire, dire « je n'ai pas rencontré mon devoir fiduciaire parce que je n'ai pas mis des marges », on peut se questionner. Fait que là, moi, ce que je me dis, c'est pas parce que maintenant la directive nous dit qu'on peut l'abolir, qu'on devrait l'abolir automatiquement.
Droit résiduel, ça, c'est un autre item qui est arrivé avec le projet de loi 57, où on est venu dire, comme on en a parlé brièvement, qui disait que la valeur des droits d'un participant, au fond, va être acquittée en fonction du degré de solvabilité jusqu'à concurrence de 100 %. Donc, par exemple, ce qu'on vient de dire, c'est que si le degré de solvabilité est de 80 % le participant va recevoir 80 % de la valeur de ses droits comme paiement unique. Donc, par contre, on est venu préciser, que le participant va tout de même avoir droit à une somme qui va être équivalente minimalement à ses cotisations qu'il a versées avec les intérêts. Donc, on est venu prévoir aussi par la législation que le plafond de 100 % ne s'applique pas, ou on peut l'établir à un degré supérieur si on le souhaite, mais ça, c'est le régime qui va venir prévoir ces modalités-là. Fait que ça, je pense que c'était une mesure qui était voulue dans le projet de loi 57 en vue d'assurer la pérennité. Est-ce que c'est une bonne... on va voir comme l'effet avec le temps de comment ça va fonctionner. En cas de terminaison totale, là, c'est le point que l'employeur va demeurer responsable du déficit. Les évaluations actuarielles, parce qu'au niveau de la gouvernance, ceux qui étaient là depuis 2010, on avait des évaluations actuarielles depuis quasi 2010, où la plupart des régimes, au fond, faisaient des évaluations actuarielles complètes à toutes les années, ou du moins à peu près de façon générale chez les clients qu'on servait, c'était des évaluations annuelles complètes. Donc, il y avait des coûts aussi pour ça. Fait que ça, c'est une mesure, je crois, la fréquence des évaluations actuarielles. On est venu dire on va en avoir une aux 3 ans. On peut se questionner par rapport aux balises qui ont été mises. Mais dire si on était sous le 90 % en degré de capitalisation, on va faire une évaluation qui va être complète. Sinon, au fond, à chaque année, on va tout de même faire un avis ou un genre de sommaire à Retraite Québec où on va venir donner certaines indications sur la santé financière du régime. Fait qu'il y en a quand même un exercice annuel qui va être fait. Et là, après, il y a toujours le pouvoir de Retraite Québec de décider de forcer de faire une évaluation complète. Fait que ça, c'est une mesure, je crois, qui va aider, premièrement, pour les régimes de retraite qui enlèvent un peu... Ça devenait fastidieux d'avoir des évaluations complètes dans les régimes de retraite à chaque année. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose qui va aider à cet égard-là. Au niveau de la gouvernance, la gestion de risque, la politique de financement, c'est un autre item qui était important, qui a été adopté dans le projet de loi 57, c'est l'obligation de se doter d'une politique de financement. Par contre, à ce stade-ci, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle devra répondre aux exigences qui vont être prévues par règlement. La réglementation n'étant pas encore disponible, on n'a pas trop d'informations sur cet item-là. Par contre, le seul item où je voulais revenir, c'est que par opposition à la version présentation du projet de loi 57, il n'y a pas eu de changement, au fond, entre la version adoptée finale dans le libellé de l'article. Puis, un des items qui avait été soulevé, au fond, c'est de se dire, c'est celui qui a le pouvoir de modifier le régime, a le pouvoir d'adopter la politique de financement. Le questionnement que je vais vous soulever, c'est est-ce qu'on devrait se re-questionner, à savoir, est-ce qu'on ne devrait pas mettre un bémol? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une nuance qui aurait dû être apportée pour les risques, au fond, les régimes à risque partagés? Parce que là, au fond, on se dit, celui qui a le pouvoir de modifier, si c'est l'employeur, bien, c'est lui qui va adopter la politique de financement. Il faut qu'il y ait un lien, du moins, je crois, entre la politique de financement, la politique de placement et les politiques de prestation. Fait que donc, ça serait comme ça serait important que ça soit décidé et pas nécessairement juste par l'employeur. Mais on va attendre de voir. Mais ça, c'est une mesure qui, en soi, est une mesure qui est très louable d'avoir une politique de financement. C'est quelque chose qui est recommandé même par la plupart des organismes, même à l'extérieur du Québec. Politique d'achat de rente, Marie-Josée en a parlé. C'est en gros, j'ai trouvé ça plutôt drôle quand elle a dit c'est notre possibilité de vendre nos retraités. J'étais comme, oh, puis c'est pas comme ça que je l'ai écrit. Mais ça revient à ça. C'est en gros dire, auparavant, ce qu'il faut comprendre, c'est que légalement, en vertu de la loi RCR, ça se faisait l'achat de rente. Mais par contre, contrairement à cet achat de rente-là, sous projet de loi 57, quand on procédait à un achat de rente, les participants demeuraient des participants au régime. Donc, il n'y avait pas une coupure directe avec le lien. Le lien restait avec le régime d'origine. Donc, il n'y avait pas une coupure totale. Là, maintenant, on est venu prévoir une coupure totale. Dans un but, là, j'ai appelé ça meilleure gouvernance, meilleure gestion de risque, qui pourrait être vu comme une mesure de ce type-là. Reste à voir comment ça va se passer. 2 minutes. Reconduction de la loi 1, je vais passer rapidement. C'est faire face aux demandes formulées lors des commissions particulières. Bien, ça a été demandé aussi par la plupart, je pense, l'ensemble des centrales syndicales, qui était de reconduire la loi 1, qui est ni plus ni moins une administration des rentes par la Régie des rentes, par la Retraite Québec. Le seul point que je voulais faire, c'est que par rapport à la loi de 2009, il y a eu quelques distinctions par rapport à l'adoption de cette nouvelle formule-là. La version 2009 garantissait plus le niveau des rentes.
Et là, elle pourrait être de nouveau réduite suite au mandat de la Régie de retraite Québec. Fait que la valeur des allègements passés, il y avait eu, puis là, je ne veux pas rentrer dans les technicalités, mais il y a certaines modalités qui ne sont pas les mêmes. Je pense qu'à la base, je suis contente que ça soit déjà dans la loi, mais on pourrait se questionner, est-ce qu'on aurait pu essayer d'aller protéger un peu plus les participants? C'est une question qui reste ouverte. Je ne sais pas pour le moment, les mesures, c'est un inventaire, comme Marie-Josée disait, c'est l'histoire, au fond, qui va nous dire jusqu'à quel point ces modifications-là vont permettre la création de nouveaux régimes. Aussi, ce qui est important, moi, je pense que ça ne se passera pas autrement que par la bonification ou par une amélioration des régimes publics. C'est une combinaison de modifications de l'ensemble qui va venir aider. Rapidement, je vais toucher ce qui se passe ailleurs au Canada. Au niveau des régimes publics, on l'a vu, le régime de retraite de l'Ontario. Là, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui va arriver de ce régime-là. Advenant une bonification, c'est clair que ce régime-là ne sera probablement pas maintenu, mais il y a beaucoup de pourparlers. C'est revenu sur la table là, politique, là, je vous dirais, de reparler de bonification. Le timing est bon. Dernier budget, ceux qui ont suivi le dernier budget fédéral, il y a eu les changements aussi, on l'a dit, à la PSV. Il y a les questions aussi, les derniers développements concernant les régimes de pension agréés collectifs, régime volontaire d'épargne retraite. Je suis allée récemment, la semaine dernière, à un colloque qui était organisé par le BSCF, qui est l'organisme, l'équivalent au Fonds de retraite Québec au niveau des employés de juridiction fédérale. Puis là, eux, ils se rendent compte que chaque législation adopte sa propre législation en cette matière-là. Puis là, ils se disent, finalement, c'est peut-être pas aussi optimal. Puis les statistiques faisaient peur. Fait que ce qu'on se rend compte, c'est que ces régimes-là, ça ne fonctionne pas vraiment. Je pense qu'au niveau fédéral, il disait qu'il y avait 4 régimes à date qui étaient enregistrés. Il y en avait un seul qui avait de la participation active. Fait que tu te dis, bon, OK. Au Québec, il y en aurait 9 d'enregistrés. Pas tant de gens non plus encore en participation active. Ils se disent, bien là, peut-être qu'on va avoir plus de monde maintenant que ça va devenir la participation obligatoire à partir de 2016 à suivre. Bref. Ça, c'est les derniers développements. On essaie de signer une entente, au fond, entre les différentes juridictions pour essayer de faciliter la transition. Régime privé, bien là, je pourrais passer, au fond, un autre 3 heures juste à faire le topo de tout ce qui se passe partout ailleurs. En gros, il y a eu des comités d'experts. Ce qu'on a vu avec le rapport d'Amour, ça ne s'est pas vu juste au Québec. Là. Il y en a eu aussi en Colombie-Britannique, en Alberta, ailleurs, en Ontario. Les réformes sont terminées ou en cours, sont récentes aussi. Il y a beaucoup de, comme Michel disait, a fait le point, l'avènement, ce qu'on appelle des régimes à prestations cibles dans plusieurs juridictions. On parlait tout à l'heure pendant la pause. Les régimes à risque partagé au Nouveau-Brunswick, les types de régimes. On pourrait en parler pendant des heures, mais je vous fais qu'il faut suivre vraiment ce qui se passe parce que ça avance à une vitesse folle. Il y a certaines exemptions au niveau du financement sur base de solvabilité et les mesures particulières applicables. Dernier point que je voulais faire, l'entente multijuridictionnelle. Ça, c'est un item qui est plus juridique. Puis à vrai dire que moi, depuis 2011, depuis que le Québec et l'Ontario ont signé l'entente, j'attends désespérément que d'autres mondes le signent, puis je ne comprenais pas pourquoi ça bloquait. Là, ce qu'on m'a dit, ni plus ni moins au niveau fédéral, c'est qu'avec les changements et les réformes en cours, où il y a des exigences de solvabilité qui tombent dans certains endroits, bien, ça devient plus problématique de signer cette entente-là. Fait que ça a été un peu mis sur la glace pour le moment. Fait qu'on va voir ce qui va arriver de ça dans le cadre de ces réformes-là. Fait que ça va être tout. Ça va conclure ma présentation, puis on est ouverte à la période de questions. Alors, merci. Et maintenant, la parole est à vous. Si vous avez des questions, commentaires. Oui. Pour Madame de la FTQ, vous avez parlé du problème que la jeune génération pose en termes de mobilité. Et le fait qu'on adhère plus ou moins à des régimes de retraite dans le secteur privé à cause de ça. Bon, moi, je travaille pour des syndicats du secteur, disons, parapublic, les universités. Il y a des ententes de transférabilité partout au Québec, et même du Québec vers d'autres institutions universitaires au Canada. Pourquoi le législateur, dans sa grande sagesse, n'aurait pas pensé que ça se peut, qu'on pourrait faire ça, mais au niveau des régimes privés, donner un cadre juridique et dire à Rente Québec, gérer la transférabilité entre régimes? C'est une très bonne idée qui n'a pas été abordée du tout dans le cadre des travaux du CCTM. Mais je rajouterais même que
Les travaux sur la réforme des règles de financement dans le secteur privé, jusqu'à maintenant, ça fait plus de 2 ans qu'on travaille dessus et le chantier n'est pas terminé. Il reste encore plusieurs éléments, plusieurs règlements à venir, notamment sur l'achat de rente, les politiques de financement dont tu as parlé, les règlements ne sont pas encore sortis. Et il y a un autre règlement qui devrait venir. Je ne sais pas si ça va être un règlement ou ça va être justement suite à une entente pan-canadienne. C'est sur les règles de transfert. Les valeurs de transfert qu'on accorde aux gens qui changent de régime ou qui quittent une entreprise puis qui veulent aller chercher la valeur de leur... Sonia a dit tantôt que, bon, ce qui est dans le cadre du projet de loi, de la loi C-29, c'est si tu pars d'une entreprise puis que ton régime est solvable à 90, bien, la règle de base qui va s'appliquer, c'est que tu vas partir avec 90 de la valeur de ta rente. Ceci dit, il reste d'autres éléments à discuter, notamment la valeur de transfert. Comment on calcule cette valeur-là? Ça, c'est pas... C'est ça. Mais ça, c'est pas réglé encore. C'est pas réglé encore, mais ce qu'on semble voir arriver, malheureusement, c'est que les valeurs de transfert pourraient être revues à la baisse. Parce qu'apparemment, ça, c'est... Moi non plus, je ne suis pas actuaire, puis c'est les actuaires qui me l'ont dit. Apparemment, les valeurs qui sont calculées actuellement surévaluent la valeur réelle de ces engagements-là. Là, je ne peux pas me prononcer vraiment sur cette question-là, mais c'est ce que les actuaires, de façon générale, nous disent. Donc, on va attendre de voir un peu ce qu'il y a. Il y a Sébastien, là, c'est ça, donc, qui est actuaire, qui dit oui, c'est ça. Bon, j'espère que je ne gère pas trop. Mais c'est une question qui reste entière et ouverte. Puis, quand vous dites que les jeunes adhèrent moins, je ne pense pas que les jeunes adhèrent moins à cause de ça à la valeur d'un régime à prestations déterminées, mais c'est un problème. Ça demeure... Le problème est entier. Moi, par exemple, j'ai travaillé de nombreuses années dans une entreprise. J'ai quitté pour aller à la FTQ. Bien, c'est sûr que j'avais, par exemple, un régime qui était basé sur le salaire final. Bien, mon salaire final de l'époque, c'est mon salaire final de l'époque. Hein, donc, je suis victime de ce que vous êtes en train d'aborder. Donc, je comprends très bien la problématique. Je peux vous dire que ça n'intéresse pas les filles. Mais, oui, c'est ça. Mais c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles le mouvement syndical canadien, la FTQ, milite pour une bonification des régimes publics. Parce que ce régime-là, il est transférable d'un emploi à l'autre. On continue d'accumuler. Même si on est dans une autre province, si on décide par vraiment... Et même si on est précaire. Et même si on décide d'aller travailler en Alberta, le régime nous suit et qu'on revient au Québec, donc il y a des ententes de réciprocité entre les différentes, entre le reste du Canada et le Québec. Donc, c'est vraiment une mesure qui respecte cette réalité des jeunes. Autre question? Monsieur? Oui. Merci. C'était plus un commentaire, dans le fond, par rapport à la marge pour écart défavorable, parce que c'était un côté peut-être plus technique. Puis je pense que c'est quand même important de mentionner que on a fait partie donc, des discussions dans le forum. Et dans ces discussions-là, il était question que Retraite Québec continue à obliger cette marge pour écart défavorable-là. Donc, on a été surpris, je pense Marie-Josée aussi, de constater que Retraite Québec n'exigera plus cette marge pour écart défavorable. Donc, ce qui nous préoccupe, ce n'est pas tant la capitalisation du régime sur le long terme, parce que ça, avec la nouvelle grille, donc ça devrait faire la job, comme on dit, entre guillemets, mais plus en cas si le régime termine, donc par exemple en cas de faillite d'une entreprise et que les sous ne seront pas, il n'y aura pas suffisamment de sous en solvabilité, bien, alors cette marge qui aurait été, s'il avait continué à être exigée, ça aurait fait en sorte d'avoir un petit peu plus de sous dans les caisses. Et ça, on était, je dois dire, un peu déçus de constater ça parce qu'au final, le Retraite Québec était quand même présent lors des discussions et c'était assez clair qu'on devait continuer à exiger cette marge pour écart défavorable-là.
Ben, c'est un très bon commentaire, à vrai dire. C'est un peu le raisonnement, au fond, qui était derrière le pourquoi je voulais soulever. Moi, j'étais pas partie aux discussions, mais c'est quelque chose qui a beaucoup surpris, là, parce que c'était attendu, nous aussi, que la marge demeurait. Là. Autre question? Les droits résiduels. Oui. À la fermeture d'un régime, peu importe la cause de sa fermeture, notamment la faillite, j'aimerais qu'on me précise, je ne sais pas si j'ai bien compris, on semble vouloir dire qu'on va payer selon la capacité de payer de ce qui reste dans la CAPS. Non, c'est pas ça. C'est parce que je m'interrogeais sur les rentes de conjoints survivants qui existent dans certains régimes de retraite. Qu'est-ce qu'on en fait à la fermeture d'un régime? Dans les cas que vous jasiez. Bien, peut-être, c'est sûr qu'en cas de faillite, le problème demeure entier. Là. Ça, c'est une problématique qui demeure. Mais en cas de terminaison de régime, la responsabilité de l'employeur en regard du financement du régime demeure entière. Donc, j'ai un travailleur qui décède, sa conjointe devrait bénéficier de la clause de la rente de conjoint. Tout à fait. OK, c'est bon. Alors bien, merci beaucoup.